Bonjour à tout le monde, bienvenue à l'ancienne groupe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Catherine Duclos, d'accord, Catherine Duclos, qui est avec nous. Donc, je vais vous faire un petit topo de sa vidéo pour ceux et celles qui ne la connaissent pas, malgré qu'elle a fait pas mal les manchettes dernièrement. Donc, félicitations d'ailleurs. Dr. Duclos a obtenu son doctorat en sciences biomédicales à l'Université de Montréal en 2018. Elle a complété un postdoctorat en neurosciences computationnelles à l'Université neurosciences computationnelles de la conscience, pardon, à l'Université McGill, en collaboration avec University of Michigan puis Western University en 2021. Elle est professeure à la faculté de médecine ici à l'Université de Montréal et chercheure à l'hôpital du Sacré-Cœur depuis janvier 2022, donc fraîchement sortie. Récemment, elle a été nommée chercheuse mondiale CIFAR Israéli dans le programme Cerveau, Esprit et Conscience. Donc, c'est une distinction vraiment très, très, très prestigieuse. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici. J'avais entendu parler de ces conférences depuis longtemps. Donc, c'est vraiment un honneur pour moi d'être ici et vous partager mes travaux de recherche. Je suis un enfant de l'Université de Montréal, ayant fait maîtrise, passage direct, doctorat ici à l'UDM, sous la supervision de Nadia Gosselin. Je connais quand même beaucoup de gens au département de psychologie. Puis, on en parlait justement avant qu'on devrait favoriser le maillage entre psycho puis la faculté de médecine autant que possible. Du moins, dans le cadre de mon programme, je pense que c'est vraiment une belle concordance entre nos départements. Donc, moi, je suis officiellement au département d'anesthésiologie et médecine de la douleur et neurosciences. Puis, mon programme porte sur la prédiction et la modulation de la conscience, principalement en soins intensifs et en soins chirurgicaux. Donc, on étudie la conscience directement chez des patients en soins intensifs ou en salle d'opération. Donc, le cœur de mon programme, c'est vraiment la conscience. Si j'utilise un jargon FRQF pour le décrire, je dirais que l'objectif central, c'est d'améliorer notre capacité à prédire la récupération cognitive et de la conscience chez les patients qui sont en soins critiques ou qui subissent une chirurgie et de moduler le niveau de conscience à travers l'anesthésie et d'autres techniques non pharmacologiques. Puis pour le CRSNG, on développe en fait des outils électrophysiologiques qui permettent d'améliorer notre compréhension de la conscience humaine, notre prédiction de la conscience humaine et notre modulation de la conscience humaine. Mon programme de recherche s'articule en trois grands objectifs que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, le premier, ça a l'air très ambitieux, caractériser le cerveau, les dynamiques fonctionnelles de la conscience dans le cerveau humain. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on a accès à beaucoup de données G haute densité et on en fait l'acquisition dans notre laboratoire à travers différents états de conscience. Donc, l'éveil sain, le sommeil, les rêves lucides, les troubles de la conscience, donc coma, état végétatif, état de conscience minimale, anesthésie générale, les troubles de la conscience sous sédation ou sous anesthésie. Donc, ça nous permet vraiment d'avoir un large éventail d'états de conscience dans le cerveau humain et on veut caractériser en fait les dynamiques fonctionnelles de tous ces états. Notre deuxième objectif, c'est d'utiliser l'anesthésie pour prédire la récupération de la conscience. Je vais d'abord et surtout vous parler de ça parce que ça a été la pierre angulaire de la fin de mon postdoc et du début de ma carrière de chercheur. C'est des projets qui sont en cours présentement. Donc, je vais commencer en vous parlant de ce deuxième objectif. Et le troisième objectif est de moduler la conscience pendant l'anesthésie avec des techniques non pharmacologiques. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet et de vous parler de conscience, je voulais d'abord décrire l'outil qu'on utilise dans notre laboratoire. Donc, nous, on utilise le G haute densité. Comme vous pouvez constater, ce n'est pas le G classique qui a une vingtaine d'électrodes. Notre système EEG utilise 128 électrodes, parfois 256, même en sommeil, on a accès à des données de 256, ce qui nous permet de concevoir et de caractériser le cerveau comme étant un réseau. Donc, grâce à notre EEG haute densité, on est capable ensuite de caractériser comment les différentes régions, comment les différentes électrodes communiquent entre elles, si on veut le décrire très grossièrement. Donc, ça nous permet de conceptualiser notre réseau EEG comme étant un réseau. Dans un réseau, on a des nœuds, comme ici en rouge. On a des edges, qui sont les arêtes, qui connectent les nœuds.
et le degré d'un nœud, par exemple, c'est le nombre de connexions avec d'autres nœuds. On peut aussi parler des connecteurs, les hubs, qui sont les nœuds densément connectés dans notre réseau, puis qui jouent un rôle un peu comme un échangeur, comme échangeur sur faux. C'est là où l'information va beaucoup transiger pour aller vers une autre région du cerveau. Puis on est habitué de concevoir des réseaux dans d'autres contextes. Ici, on a, par exemple, la carte du réseau aérien américain, où on peut voir que nos connecteurs, nos hubs, seraient donc Atlanta, New York, Détroit, Salt Lake City, selon cette carte. Donc, ce sont les villes les plus densément connectées pour le réseau aérien. Donc, c'est juste pour vous donner une idée un peu plus concrète. Quand on parle de connectivité, il y a différents types de connectivité. La connectivité structurelle, évidemment, ce n'est pas ça qu'on peut mesurer avec le EEG. Par contre, on peut regarder la connectivité fonctionnelle, qui est la corrélation de l'activité EEG de deux électrodes dans le temps, et la connectivité effective, qui nous permet aussi de caractériser la direction de cette connexion-là. Donc, non seulement une corrélation temporelle dans deux signaux, mais de pouvoir prédire, par exemple, dans ce cas-ci, le nœud mauve et le nœud rose sont connectés. Ils ont une corrélation temporelle dans leur fluctuation. Mais le nœud rose, en fait, l'activité du nœud rose va précéder l'activité du nœud mauve. Et on peut donc soupçonner que le nœud rose pourrait transmettre de l'information au nœud mauve pour effectuer une fonction partagée. Donc, avec le géodensité, on peut prendre une approche de connectivité fonctionnelle basée sur l'amplitude, comme on voit ici sur l'enveloppe du signal EEG. C'est là qu'on va essayer de voir s'il y a une corrélation entre deux signaux, ou on peut regarder des mesures qui sont basées sur le couplage de la phase entre deux signaux. Une fois qu'on a notre réseau d'EEG, on peut choisir différentes méthodes pour caractériser l'ensemble des connexions de tout le réseau. Donc, vraiment, aller voir pour chaque paire d'électrodes dans notre réseau EEG, c'est quoi la relation entre deux électrodes. On peut établir une matrice de connectivité ici qui est non dirigée et pondérée. Donc, on voit le poids de la connexion entre deux électrodes, mais on ne voit pas la direction de cette connexion-là. Donc, si on dessine une ligne diagonale, on voit que c'est symétrique dans nos deux moitiés de matrice. Puis, on peut par exemple le lire comme étant le nœud A est connecté au nœud C avec une force de 13, alors qu'il est connecté au nœud E avec une force de 6. Donc, ça nous permet de quantifier la force de connexion. On peut aussi appliquer un seuil pour binariser notre matrice qui va faciliter les analyses computationnelles. Donc ici, selon notre seuil, on va dire il y a une connexion, oui, non. C'est plus simple. On peut aussi avoir des matrices de connectivité qui sont pondérées, mais aussi dirigées. Donc ici, ça va être plus vers des mesures de connectivité effective, où on va pouvoir dire, par exemple, la connexion entre C et A est d'une force de 8 et c'est C qui mène A dans son activité. Donc, l'information serait potentiellement transférée de C à A. On peut regarder aussi la connectivité moyennée. C'est souvent ce qu'on voit dans les études. En fait, on va prendre un enregistrement EEG, par exemple, de 5 minutes. On va faire une moyenne, une matrice moyennée sur les 5 minutes et on va appliquer différentes mesures de connectivité sur ces 5 minutes. Charlotte est ici, celle qui a fait cette image. On peut aussi regarder la connectivité selon chaque fenêtre de 10 secondes pour vraiment voir les dynamiques fonctionnelles et leurs changements au fil du temps. Donc, avec cette approche-là qui est plus complexe, on va pouvoir générer une matrice de connectivité pour chaque fenêtre de 10 secondes et voir les fluctuations des connexions fonctionnelles à travers le temps. Donc, pour résumer, comment on obtient nos mesures de connectivité? On part d'un signal EEG, habituellement haute densité dans notre cas. On va appliquer une mesure de connectivité basée sur l'amplitude, basée sur la phase. On va obtenir notre matrice de connectivité. On peut appliquer un seuil pour ensuite binariser ou non notre matrice. Et à partir de ça, on peut aussi construire un graphe avec des mesures de théorie des graphes qui nous permet vraiment d'aller caractériser comment le transfert d'information se fait, comment l'information est intégrée ou ségrégée dans le cerveau selon différentes méthodes. Mais je ne rentrerai pas dans les détails parce que je n'en parlerai pas non plus dans le cadre des projets. Donc, maintenant pour parler de la conscience. C'est un terme très vaste. Puis,
On voit souvent dans des présentations sur la conscience ce fameux graphique, donc vous l'avez peut-être déjà vu vous-même, mais je pense qu'il est important à présenter parce qu'il nous permet d'identifier les concepts clés, particulièrement dans un contexte clinique comme celui dans lequel on travaille. Donc, de façon très générale, quand on parle de conscience, on va parler de deux axes principaux. Donc, la capacité d'éveil, ou arousal en anglais, et la conscience de soi et de l'environnement qu'on appelle awareness. Donc, quand on est conscient éveillé, on possède les deux, on est vraiment en haut du graphique à droite. Quand on est dans un coma, on a une absence à la fois de l'éveil et de la conscience de soi. Si on parle des troubles de la conscience, dont on va parler dans le cadre de cette présentation, on a vraiment une dissociation entre ces deux axes. Donc, en état végétatif, un patient va préserver la capacité à s'éveiller. Il va ouvrir les yeux, il va regarder autour de lui, même si on n'a pas l'impression qu'il voit quoi que ce soit, mais il va être éveillable et éveillé. Par contre, il va démontrer aucun signe de conscience de soi ou de son environnement et on va être incapable de générer une réponse comportementale si on essaie de communiquer avec le patient ou même le faire réagir, en fait. Dans les états de conscience minimale, on a cette même dissociation, mais la différence avec l'état végétatif, c'est qu'on va avoir une fluctuation certaine de la capacité de réponse à un patient. Donc, un patient pourrait démontrer certains signes qu'il est conscient de lui ou de son environnement, mais ce ne sera pas consistant, ce ne sera pas stable à travers le temps. On peut aussi parler, en fait, de distinguer ces trois éléments, qui est la conscience, la réponse comportementale et la connectedness, je ne sais pas comment traduire, là, la connexion avec son environnement extérieur. Donc, on soupçonne que, bon, la conscience, d'abord, ce serait juste l'expérience subjective. Est-ce qu'on est capable d'avoir une expérience subjective? Ça, c'est une chose, puis ça serait modulé en grande partie par le réseau corticothalamique. La capacité à produire une réponse comportementale, ça, c'est autre chose, qui serait beaucoup modulée par le réseau sous-cortical. Et ensuite, la capacité à être connecté à son environnement, mais ça ferait une interaction de ces systèmes. Des patients en trouble de la conscience peuvent certainement être conscients sans qu'on s'en rende compte s'ils sont incapables de répondre sur le plan comportemental et ils pourraient ne pas être connectés à leur environnement. Donc, leur expérience consciente pourrait être générée à l'intérieur même de leur tête sans que ce soit relié à leur expérience autour d'eux, à ce qui les entoure ou aux gens qui essaient d'interagir avec eux. Si on prend le sommeil, c'est peut-être plus facile à conceptualiser. Donc, quand on est éveillé, évidemment, on est conscient, connecté et capable de répondre. En sommeil non REM, donc le sommeil de stade 2 ou le sommeil lent profond, on n'a pas d'activité consciente, du moins si on en a très, très minime. On n'est pas connecté à notre environnement extérieur et on n'est pas capable de répondre. Alors qu'en sommeil REM, le sommeil paradoxal, qui est le soutien physiologique des rêves, on pourrait avoir une expérience consciente, donc une expérience subjective comme le rêve. Elle ne serait pas connectée à l'environnement extérieur. Cette expérience, on ne serait pas non plus capable de répondre. On peut aussi distinguer trois types de conscience. Là, on est plus dans l'aspect philosophique de la conscience que je vous introduis ici. Donc, awareness, je vous en ai déjà parlé. C'est vraiment la capacité à être conscient de soi, de son environnement. L'exemple donné ici en est un clinique très simple. Un patient qui est capable d'entendre la voix de l'infirmière. Ça, c'est un signe de awareness. Access consciousness, ça serait plus une conscience d'accès. Donc, une pensée ou un souvenir auquel on peut accéder quand on souhaite y accéder. Donc, ici, l'exemple, c'est un souvenir dont on peut se rappeler quand on raconte une histoire sur un événement qui s'est déjà produit. Et on peut aussi parler de conscience phénoménale, qui est ici vraiment purement l'expérience subjective. C'est quoi le sentiment qu'on a ou l'expérience qu'on a si on est déprimé ou si on est heureux? Cette expérience-là, elle est entièrement subjective dans le sens où moi, je la vis, je peux vous la décrire, mais personne ne pourra la vivre à ma place. Et c'est un peu ce qui amène le défi d'étudier la conscience. C'est que cette conscience phénoménale-là, cette expérience subjective qu'on appelle aussi qualia, ben, on n'y a pas accès si on n'est pas dans la tête de la personne. Donc, en tant que chercheur qui vise à comprendre la conscience, c'est un contenu auquel on n'aura jamais accès. Donc, quand on parle des problèmes de la conscience, David Chalmers, un philosophe qui a beaucoup travaillé sur la conscience,
avait vraiment su distinguer ces deux problèmes-là. Donc, ce n'est pas le problème facile lorsqu'on étudie la conscience, c'est qu'on a accès en fait à tous les systèmes physiques, donc les structures, les réseaux du cerveau qui permettent le traitement de l'information, qui permettent de soutenir les fonctions cognitives qui nous permettent d'être conscients finalement, de vivre une expérience subjective. Donc ça, c'est mesurable. On y a accès en tant que neuroscientifique. Mais le problème difficile de la conscience, c'est d'abord répondre à pourquoi et comment est-ce que les humains possèdent une conscience subjective, une conscience phénoménale, comment on peut la décrire, comment on peut la mesurer, alors que le filtre auquel on doit faire face chaque fois, c'est qu'on a seulement accès à ce contenu-là de par la description de la personne qui vit cette expérience subjective. Donc, c'est quelque chose qui est non accessible. Ça ne nous freine quand même pas d'étudier la conscience, mais ça rend notre travail un peu plus complexe. Dans un contexte clinique, comme les soins intensifs, les cliniciens vont actuellement mesurer le niveau de conscience de façon très large avec l'échelle de coma de Glasgow. Donc, c'est une échelle clinique qui va caractériser la sévérité d'une blessure en se basant sur la réponse verbale, oculaire et motrice des patients. Donc, encore ici, on se fie sur le comportement. Si une personne n'est pas capable de serrer ma main quand je lui dis « serrer ma main », je vais automatiquement assumer qu'elle est inconsciente. Alors qu'on sait très bien qu'elle pourrait avoir une expérience subjective, mais être incapable de démontrer ou de répondre, ou même d'être connectée à son environnement. En recherche, l'échelle qu'on utilise habituellement, c'est la Coma Recovery Scale Revised, qui est un peu plus quand même sophistiquée que l'échelle de coma de Glasgow, où on va aller vraiment prendre le temps de mesurer la réponse auditive, visuelle, motrice, verbale, la communication avec des signes plus subtils, souvent, qui sont mis de côté, on dirait, dans l'évaluation clinique. Cette échelle nous a démontré qu'on était mieux capable de distinguer, en fait, les patients dans un état végétatif de ceux dans un état de conscience minimale que les évaluations cliniques actuelles. C'est-à-dire que 40% des patients qui sont jugés comme étant inconscients par un clinicien sont finalement dans un état de conscience minimale lorsqu'on prend le temps de faire une échelle beaucoup plus nuancée comme l'échelle de coma, de récupération du coma, de la Coma Recovery Scale Revised, qui est quand même alarmant parce que 40%, ça veut dire que les cliniciens vont assumer que ces patients-là ne ressentent pas ce qu'ils vivent, ne ressentent peut-être pas la douleur, ne sont pas conscients de ce qu'ils vivent. Ça va influencer le décours potentiellement des soins et les opportunités de réadaptation. Donc, la problématique principale des troubles de la conscience, donc on parle ici, on peut inclure coma, là, mais coma, état végétatif, état de conscience minimale, dans un contexte de soins critiques, c'est qu'on est limité par l'évaluation clinique, qui est une évaluation comportementale. Donc, cette évaluation-là va juger un patient inconscient s'il ne répond pas, alors qu'on sait que le patient, il peut être fatigué, il peut être en douleur, il peut être influencé par plusieurs médications, plusieurs processus inflammatoires. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte qui peuvent influencer la capacité ou la volonté à un patient de répondre sur le plan comportemental. Et on sait très bien que l'absence de réponse ne veut pas dire absence de conscience. Le papier qui l'a montré, qui a vraiment révolutionné le domaine, ça a été le papier de Adrian Owen, qui est aujourd'hui un collègue, en 2006, qui avait démontré que lorsqu'on mettait en fait, c'est une étude de cas. Donc, ce patient-là, c'est un patient en état végétatif. Ils l'ont mis dans l'IRM fonctionnel. Ils lui ont demandé d'imaginer qu'il était en train de jouer au tennis et d'imaginer ensuite qu'il naviguait dans sa maison. Et ils ont été, en fait, surpris de voir que les mêmes aires motrices de navigation spatiale s'activaient chez le patient que chez un sujet sain. Donc, c'était vraiment le même patron d'activation, alors que le patient, sur le plan comportemental, ne produisait aucune réponse, ne démontrait aucun signe de conscience. Donc, ils ont été capables de démontrer, avec ce cas, que même si un patient ne répond pas sur le plan comportemental, il peut avoir une expérience consciente, il peut moduler de façon volontaire son activité cérébrale. Puis ça a été répliqué dans plusieurs études, pas juste en IRM fonctionnel, mais même en EEG, qu'environ 20% des patients qui sont en état végétatif sur le plan comportemental seraient en effet capables de moduler volontairement leur activité cérébrale. On appelle ça
aussi la cognitive motor dissociation cognitivo-motrice, qui est le terme qu'on utilise pour en fait identifier ces patients-là qui auraient comme la capacité d'avoir une activité cognitive consciente sans avoir la capacité motrice de le démontrer. Et bon, ces techniques-là sont très intéressantes, très prometteuses, bien entendu, mais c'est difficile de mettre des patients cérébrolésés aux soins intensifs dans un IRM fonctionnel. Ce n'est pas nécessairement une technique qui est facilement accessible et c'est aussi très difficile d'interpréter l'absence d'une réponse. Si un patient ne module pas son activité dans l'IRM, est-ce que je prends pour acquis qu'il est inconscient ou est-ce que ça ne tentait pas, il était trop fatigué, il y avait de la douleur? Donc, encore ici, on a vraiment besoin de plus de mesures objectives au chevet qui ne dépendent pas nécessairement de la capacité ou de la volonté du patient à faire une tâche, parce que ça, c'est vraiment problématique et difficile à contourner dans l'étude de la conscience. Donc, nous, on s'est intéressé à l'anesthésie comme outil de prédiction de la récupération de la conscience. Ce que je vous présente dans les prochaines diapos dans ce projet-là, c'est le projet que j'ai mené à la fin de mon postdoc dans le laboratoire de Stéphanie Blind-Moraes à McGill et qu'on poursuit aujourd'hui ensemble. Donc, pourquoi l'anesthésie? En fait, la question ou le raisonnement derrière cette approche est relativement simple. En guillemets, là. Si un patient est conscient et qu'on vient l'anesthésier, ou si ce patient-là a une capacité d'être conscient et on vient l'anesthésier, on va venir éteindre quelque chose dans son cerveau, on va venir produire un changement qui va être quantifiable. Alors que si j'administre une anesthésie à un patient qui n'a pas de potentiel conscient, il ne se produira rien parce que je ne vais pas être capable d'éteindre quoi que ce soit. Fait que c'est un peu ça les questions qu'on s'est posées. C'est l'approche qui a vraiment guidé notre étude. Chez un sujet sain, il y a deux marqueurs de connectivité fonctionnelle qui sont systématiquement altérés sous anesthésie. Le premier, c'est la connectivité fronto-postérieure. Donc, comme on voit dans la matrice de connectivité en haut, si vous vous rappelez, c'est une matrice de connectivité dirigée, donc elle n'est pas symétrique. Quand le haut de ma matrice est rouge-orange, ça veut dire que mon activité passe des régions frontales aux régions postérieures. Ça, c'est un sujet sain. Si j'anesthésie ce sujet sain, je vais voir une neutralisation ou même une inversion de cette connectivité antéro-postérieure. Donc, on va passer du orangé au bleu, vert, rouge, un petit peu de jaune dans ce cas-ci. Ça, c'est avec l'anesthésie en propofol. Ça a été répliqué avec la kétamine également. Dans d'autres études, le sévoflurane aussi, qui est un anesthésiant inhalé. Donc, dans ces trois cas, on peut voir que dans la section en bleu, c'est le moment où l'anesthésie est administrée. On a une diminution très claire de la connectivité antéro-postérieure qu'on appelle feedback dominant connectivity en anglais. Donc, ça, c'est un des marqueurs qu'on voit systématiquement dans le cerveau sous anesthésie. L'autre chose qu'on voit, si vous vous rappelez des connecteurs, les hubs, dont je vous ai parlé tantôt, qui sont nos échangeurs turcos dans notre réseau fonctionnel. Chez un sujet sain, éveillé et conscient, les connecteurs sont situés à l'arrière. Sous anesthésie, ça va devenir les régions frontales qui vont devenir les régions les plus connectées. Puis après, quand le patient va retrouver la conscience, c'est encore à nouveau les régions postérieures qui vont agir à titre de connecteur. Donc ça, c'est le deuxième marqueur qu'on vous dit regarder. Notre hypothèse était donc que la reconfiguration de ces deux marqueurs en réponse à une anesthésie allait prédire la capacité d'un patient à être conscient. Donc, si on administre une anesthésie de propofol, qu'on génère une reconfiguration de nos connecteurs et de notre connectivité fonctionnelle dirigée, on pourrait donc s'attendre à ce que ce patient-là ait une capacité consciente. Inversement, si on administre un anesthésiant, un patient qui ne produit aucune réponse au niveau de ses connecteurs ou de sa connectivité fonctionnelle dirigée, on s'attendrait donc à ce que ce patient-là n'ait pas de capacité à être conscient. Donc, on l'a fait dans une étude pilote d'abord chez 11 patients dans un trouble de la conscience non sédationné, donc des patients coma, état végétatif, état de conscience minimale, qui sont plus sous sédation, à la suite d'une lésion cérébrale. Donc, il y en avait des patients qui avaient eu un traumatisme crânio-cérébral, il y en a qui avaient eu un AVC,
une blessure anoxique, par exemple. On a fait un EEG de 5 minutes avant, pendant et après l'anesthésie sous propofol qui a été maintenue avec une pompe particulière là, qui nous permet de cibler une concentration et de la maintenir stable tout au long de notre enregistrement. Et ensuite, on a développé une manière de quantifier le changement topologique au niveau des connecteurs et de notre connectivité fonctionnelle dirigée. Et la mesure qui est ressortie de ce calcul, on l'a appelé le Adaptive Reconfiguration Index, qui en fait la somme de la configuration des connecteurs et de la connectivité fonctionnelle dirigée. Donc, plus notre ARI est élevé, plus on a produit une reconfiguration par le propofol. Donc, essentiellement, on faisait un EEG. 90 jours plus tard, on évaluait si le patient avait récupéré ou non la conscience. Et on a comparé, en fait, nos groupes avec des tests non paramétriques, comme c'était une étude pilote. On a fait une régression logistique pour voir à quel point le ARI avait une bonne capacité de prédire la récupération de la conscience de ces patients-là. Et si je vous montre le cas de 2 patients en état végétatif qui n'ont pas récupéré, on peut voir dans les 2 cas qu'il y a très peu de reconfiguration des connecteurs et même de la connectivité fonctionnelle dirigée. On dirait que dans la phase bleue, post-anesthésie, on voit quasiment plus de changements à ce niveau-là que pendant l'administration du propofol, mais de façon générale, si vous regardez dans le bas à droite de l'encadré, le ARI est négatif. On a ici l'exemple d'un autre patient qui est en état végétatif qui démontre une reconfiguration de ses connecteurs, qui démontre un changement, une neutralisation de sa connectivité fonctionnelle dirigée, donc, qui devient bleu ici, et qui avait un ARI élevé de 3,5. On avait aussi je trouve ce cas intéressant, là, mais c'est un patient il se présentait comme un patient dans le coma, donc sur le plan comportemental, aucune réponse, aucun éveil, mais l'équipe clinique suspectait un syndrome locked-in. Donc, le patient était conscient, mais incapable de bouger, même pas d'ouvrir les yeux, chose qui est quand même rare. Donc, ça n'a pas pu être confirmé, cette suspicion, mais on peut voir ici que selon notre indice, il y a vraiment une forte reconfiguration aussi qui viendrait soutenir en fait la suspicion clinique d'un syndrome locked-in puis qui démontre que ça pourrait être utile dans ces cas-ci d'utiliser un outil comme celui-là. Oui. Une question, ben oui. Je me demandais le pré, le post, je m'attendrais en principe à ce qu'il soit le plus similaire possible. On revient à une discipline de base. C'est le cas pour le modèle de système en haut, je fais la typographie, bien que c'est très similaire en pré et post, il y a un changement sur le type de l'anesthésie. Par contre, si par exemple le case fit, et le post, la typographie, on a fait des différences. Pareil pour la classe. Oui. Comment explique ça? C'est sûr qu'on utilise une cible, c'est une cible de concentration, en fait, une concentration cible pour tout le monde. Mais c'est impossible de savoir l'effet de cette concentration-là sur le cerveau d'un individu, si c'est comparable à un autre individu, surtout avec des lésions cérébrales. Je veux dire, le cerveau est vraiment dans un état différent d'un patient à l'autre. Peut-être que c'est un effet retardé aussi. Peut-être que le patient est dans un état de conscience tellement dysfonctionnel, si on veut, que l'effet du propofol ne se fait pas ressentir tout de suite sur le réseau fonctionnel, comme si le réseau avait de la misère à générer cette reconfiguration-là de façon rapide. On ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Puis, justement, ce troisième enregistrement-là, on se demande s'il est nécessaire. Est-ce que c'est nécessaire pour nous qu'un patient retrouve son état de base après le propofol ou est-ce que ça serait juste la reconfiguration générée par le propofol qui serait suffisant pour pouvoir bien identifier le potentiel conscient? Mais ça, c'est une réponse qu'on n'a pas encore. Là. Ma question, c'est aussi de savoir, est-ce que peut-être le pré, à quel point on peut se fier à ce qu'on a fait la typographie, de savoir si c'est stable? Parce que peut-être qu'on a... OK. Dans le temps, est-ce qu'un état sans... Si on faisait un autre poste une demi-heure plus tard ou une heure plus tard, est-ce que là, on revient à ce qu'il y avait en pré? Du coup, il fallait attendre un peu plus. Ou alors, justement, notre estimation depuis là
la topographie n'est pas assez fiable finalement, et donc du coup, non. Ben, On a dû avoir fait 2 prêts ou 3 prêts juste pour s'assurer qu'on est bien stable avant. Peut-être, on ne sait pas, peut-être que si 30 minutes plus tard, on refaisait l'enregistrement, on serait revenu à l'état de base. Mais tous ces patients-là, on attendait que la concentration a diminué en bas d'un certain seuil, qui est équivalent à un seuil qui n'a plus d'effet sur le cerveau, en principe. Encore là, c'est difficile de savoir si c'est vrai. Donc, entre le anesthésia et le post-anesthésia, il y avait environ 30 minutes. Puis, au début de ce projet-là, on faisait aussi un baseline de screening, c'est-à-dire qu'on allait faire juste un EEG sans anesthésie chez nos patients. Puis, bon, j'ai pas fait d'analyse poussée avec ces données-là, mais tous les patients pour qui j'avais fait un EEG de baseline, quand je faisais sortir ces figures-là de topographie, la topologie des connecteurs et de connectivité fonctionnelle dirigée, c'était quasi identique là, au baseline que je voyais avant anesthésie. Donc, je pense qu'il y a une certaine stabilité. Encore là, les patients, il y en a des fois qui étaient éveillés, il y en a qui ne l'étaient pas. On essayait de les stimuler avant le début de l'étude pour avoir leur état d'éveil le plus prononcé, mais ça aussi, ça fluctue. C'est difficile à contrôler. Ça pourrait influencer, c'est sûr. Oui. Il y avait une main? Non, c'était l'idée. Tu m'as volé mon idée. En fait, les figures ici nous démontrent que, donc en bleu, on a les patients qui ont récupéré, en orange, les patients qui n'ont pas récupéré 3 mois suivant cette étude pilote. Puis on peut voir, comme dans l'axe des Y, que c'est la reconfiguration des connecteurs, la reconfiguration de notre connectivité fonctionnelle dirigée. Donc, c'était significativement plus prononcé chez nos patients qui allaient récupérer la conscience. Si on regarde les données individuelles, on peut voir que le HARI des 3 patients qui ont récupéré et de celui dans le syndrome locked-in suspecté était vraiment plus élevé là, que nos autres patients. Et notre HARI, donc notre Adaptive Reconfiguration Index, lorsqu'on combinait, dans le fond, la reconfiguration des connecteurs et de la connectivité fonctionnelle dirigée, est encore plus élevé chez les patients qui avaient récupéré. La régression logistique a été capable de discriminer, en fait, d'identifier, de séparer nos 2 groupes, les patients qui allaient récupérer de ceux qui n'allaient pas récupérer avec une précision de 100%. Donc, on était très heureux de voir ce résultat-là, bien que c'est une étude pilote de seulement 11 sujets, donc encore à prendre avec un grain de sel, mais on est en train de valider ça à plus grande échelle. On a été intéressé de voir s'il y aurait un potentiel d'appliquer cette méthode-là à un EEG clinique standard. Donc, ce n'est pas tous les soins intensifs qui vont avoir un EEG haute densité. Donc, on a refait les calculs de notre HARI avec seulement 18 électrodes sur un côté. Pourquoi un côté? Mais parce qu'on s'intéresse surtout au mouvement antéro-postérieur dans nos mesures de connectivité fonctionnelle, et les patients ont souvent aussi des blessures cérébrales, donc un drain, une cicatrice ou quelque chose qui fait qu'on perd des électrodes d'un côté. Donc, de faire 18 électrodes d'un seul côté, ça nous permettait de vraiment bien capturer les changements antéro-postérieurs. On était capable de répliquer nos résultats avec seulement 18 électrodes d'un seul côté, qui nous démontre que la HARI serait potentiellement utilisable avec un montage EEG plus standard. Puis cette étude pilote-là nous a donc permis de conclure que la HARI peut identifier les patients qui ont la capacité de récupérer la conscience dans les 90 jours. Et les avantages de cette mesure sont, comme je disais plus tôt, qu'elles ne sont pas basées sur la capacité ou la volonté du patient de répondre au moment où on l'évalue. C'est un design intrasujet, donc on n'a pas besoin de comparer le cerveau d'une personne cérébrolésée à un cerveau simple. On compare le cerveau d'un patient à lui-même, avant, pendant, après l'administration du propofol. Puis on semble avoir les mêmes résultats avec un montage de seulement 18 électrodes, donc l'applicabilité clinique est quand même intéressante. Donc, depuis les conclusions de cette étude pilote, on a... Oui. J'ai 2 questions. Oui. La première, c'est pourquoi ces patients-là étaient anesthésiés? Parce qu'on les a anesthésiés. C'est vraiment dans le cadre de notre projet. C'est vraiment une intervention expérimentale. Oui. Incroyable. Oui. Nous autres, on nous éclaire. Ils sont présents des stimuli sur un écran. Deuxième question, on comprend que Non, c'est différent. Hein?
Là, La pertinence est un peu différente. peut-être mon question sûr, Isabelle. Euh, donc, la deuxième question, c'est je comprends que c'est le truc là, dans ce contexte-là, utiliser donc, des mesures comme le RAI qui sont simples, qui sont basées sur une littérature comme potentiel indice discriminant, ça fait du sens. Et là, vous vous apprêtez à faire un truc qui est plus important, donc vous allez tester les participants d'obtenir le droit des anesthésies pour votre étude. Donc là, ça me paraît moins pertinent dans un contexte plus large comme ça, de vous baser sur un indice comme celui-là, parce que là, ce que vous pourriez faire, c'est simplement essayer d'utiliser l'activité cérébrale, puis d'envoyer ça dans un gros réseau pour séparer. Ouais. Chose qu'on va sans doute faire aussi, là, parce qu'on a... Donc, il y a peu de chances que votre mesure, la RI, survive à ça. Ben, peut-être qu'il y a peu de chances qu'il demeure l'indice le plus performant si on utilise une approche de deep learning. C'est sûr qu'on pourrait sans doute identifier des composantes qui sont encore plus fortes. Puis on prévoit le faire certainement. Là. On a plusieurs membres de l'équipe qui sont soit en médecine computationnelle ou qui détiennent une expertise en apprentissage machine. Donc, c'est certainement quelque chose qui va être fait. Pour l'instant, on a quand même breveté cet indice-là parce qu'avec une prédiction de 100% dans un petit échantillon, c'est quand même prometteur. Là. Évidemment, on continue à tester plus de gens, mais oui, c'est difficile de recruter quand on doit administrer une anesthésie à un patient. On le fait dans un contexte de soins intensifs. Surtout quand tu peux leur demander leur permission. Oui, mais ça, c'est une aptitude subite, donc c'est le membre de la famille, mais c'est vrai que c'est difficile. Les familles sont pas prêtes à avoir une telle intervention alors que leur objectif, c'est que leurs proches se réveillent. Puis là, on arrive puis on dit on voudrait les endormir. Puis il y a des risques, c'est sûr qu'il y a des risques. Par contre, la majorité d'entre eux sont intubés, donc les risques sont relativement minimes. Évidemment, ils sont exposés. Le médecin est là, l'inalo est là. Il y a vraiment une équipe qui est là pour faire la surveillance du patient. Vous l'avez essayé sur vous-même. Non, mais en fait, ça serait intéressant d'avoir une étude qui quantifie le HARI chez des sujets simples. Puis on va sans doute pouvoir le faire. J'ai d'autres projets en salle d'opération où on a un EEG de baseline, un EEG sous propofol. Je pense que ça va être possible. Vous n'aurez pas de mal à trouver des participants sur la rue Berger au centre-ville. Oui, j'ai une question peut-être plus spécifique, là, mais quand vous regardez justement la moitié là, avec un EEG plus clinique, j'imagine qu'il y en a qui étaient à droite, d'autres qui étaient à gauche à cause de l'endroit. Il y en avait seulement un qui était à droite. Ah, okay. Oui, ça a donné comme ça, en fait. C'était soit qu'on regardait, en fait, l'intégrité du scalp, donc s'il y avait des blessures puis une perte d'électrodes d'un côté, on y allait avec l'autre côté, qui était souvent, en fait, l'hémisphère, mais qui était systématiquement l'hémisphère le plus en santé. S'il y avait une blessure localisée d'un côté, c'était l'autre qu'on allait regarder systématiquement. Dans le cas d'une blessure anoxique, on y est allé avec le côté gauche d'emblée parce que c'était déjà le côté que la majorité des gens étaient utilisables dans le cadre du projet. Mais ça serait intéressant aussi de voir les différences. Oui, hémisphériques. Oui. C'est à cause de l'hypothèse. De ce qu'on a vu, ça bouge plus du côté gauche. Mais est-ce que ça, c'est en raison de notre bassin de patients et de l'emplacement de leurs lésions? On va pouvoir répondre à ça quand on va avoir plus de données, mais le côté gauche, il y a vraiment une reconfiguration plus marquée antéro-postérieure. Puis je me souviens plus avec qui je discutais dernièrement, mais j'avais entendu qu'il avait trouvé quelque chose de semblable aussi, que le côté gauche, il y avait plus de changements fonctionnels en réponse à je sais pas quoi, là, mais il y a certainement quelque chose à creuser. Là. Je ne sais pas pourquoi ce serait le côté gauche, là, mais je n'ai pas nécessairement d'hypothèse par rapport à ça, mais certainement intéressant. Oui. Moi, je fais une demande de confiance en train de l'idée de nous sortir. Et on peut localiser sur le protocole à la base. C'est vraiment compliqué par un test de protocole. Très, très faisable. Demander justement comme point esprit, est-ce que la loi
dose de dépilation avant de faire votre individu profond ou propofol. Souvent, on va avoir des objectifs, des peintures, des autres propofol. Dans un contexte vraiment clinique. On attend qu'il y ait minimalement 24 heures sans sédation continue. Ça peut arriver qu'il y en ait qui aient certaines molécules de façon périodique là, en besoin. Mais de façon générale, j'ai une diapo en tout cas plus loin, mais les patients étaient plusieurs semaines en général, là, suivant la lésion cérébrale. Donc souvent, c'est justement à ce moment-là où là, ils ont cessé toute sédation, ils ont attendu quelques jours, le patient ne démontre pas de signe de conscience, puis c'est là qu'on est appelé à faire notre étude. Mais je vais vous présenter le prochain projet qui s'adresse à une population encore plus aiguë où ces questions-là demeurent vraiment pertinentes. Parce que oui, ils reçoivent plein de choses, les patients, en phase très aiguë, donc ça va être difficile de départager qu'est-ce qu'il faut quoi. Oui, mais c'est quand même oui, c'est sûr. Mais la dose, c'est une dose de 2 microgrammes par millilitre, c'est quand même beaucoup. Ça a étonné les cliniciens, c'est environ 250 mg en 24 minutes. Fait que c'est plus qu'une sédation de confort, d'où le besoin d'avoir un médecin chevet puis un inhalo. Mais dans un contexte où un patient est alité aux soins, c'est quand même accessible de faire ça. Oui. Cet index-là, le Adaptive Reconfiguration Index, j'imagine qu'on peut le calculer sur des données déjà existantes en EEG. Je pense à Tristan Beckenstein ou Andrés Canales qui doivent avoir des données EEG avec le propofol ou je sais pas si c'est les autres qui... Ouais. Des collaborateurs à l'Université du Michigan aussi qui ont annoncé des sujets simples pendant 3 heures. T'sais, on a utilisé leurs données pour plusieurs publications, mais c'est sûr qu'on a un EEG de densité avant, pendant, après. Là, c'était avec isoflurane, donc inhalé, mais oui, si on voulait, je pense qu'on pourrait le quantifier de façon assez accessible. Avec un activité plus limitée, que je ne sais pas, je ne suis pas certaine qu'il y en ait pas ouvert. C'est intéressant à voir, juste pour avoir des données comparatives, parce que je veux dire, en tant que tel, c'est le fait que ça fonctionne dans notre population nous donne déjà une réponse intéressante, mais ce serait intéressant de voir justement un sujet-sans à quel point on a cette reconfiguration-là. Parce qu'on le voit dans la littérature que oui, il y a un changement de ces marqueurs-là, mais le degré de ce changement-là il a été quantifié significativement. Donc, on a développé une application parce que l'objectif, en fait, c'est difficile en sciences, en recherche, on est beaucoup porté à vouloir diffuser nos résultats, de faire de la science ouverte, de rendre accessibles nos données. Évidemment, c'est crucial. Donc, le brevet, ça a été un peu un dilemme parce que ça va peut-être à l'encontre de ces principes de science ouverte, mais il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup de cliniciens qui nous ont dit et redit souvent la seule façon de prendre une nouvelle découverte et de l'amener au chevet dans un contexte clinique, c'est d'avoir un brevet et de développer quelque chose de commercialisable pour que ça puisse se rendre là et que ça soit facile d'usage pour les cliniciens. Donc, c'est ça qu'on essaie de développer. On a développé une application pour le calculer facilement, pour aussi pouvoir calculer la dose de propofol qu'on administre, puis comment on l'administre si on n'a pas de pompe spécifique pour le faire. Donc, ça a été développé. Ça sera peaufiné si on souhaite pas. EEG avant, pendant, après le propofol, cliquez sur Analyse, puis on a la reconfiguration de notre connectivité fonctionnelle dirigée, nos connecteurs, puis notre ARI avec les figures qui sont générées. Ici, un travail, encore ici, Charlotte qui est avec nous aujourd'hui, dans le laboratoire de Stéphanie. On se posait ces questions-là. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir les 3 enregistrements avant, pendant, après le propofol ou est-ce qu'on peut seulement garder le pré-propofol et le propofol? Donc, il y a des études qui visent à comparer en ce moment la précision pronostique du two-state ARI ou du three-state ARI.
On voit que pour l'instant, là, on était rendu à 16 patients pour cette analyse-là. C'est encore relativement bon, évidemment. On baisse notre précision pronostique plus on a de patients parce que des fois, ben, notre algorithme, il y a quelqu'un qui n'est pas bien classé, là. Mais on poursuit la validation à plus grande échelle. En ce moment, on est en recrutement à Sacré-Cœur, on est en recrutement au CUSUM, donc au Neuro, à l'Hôpital général de Montréal, à l'Hôpital Royal-Vic. J'ai aussi un étudiant qui s'est intéressé juste à la phase sous anesthésie. Il y avait des hypothèses que peut-être que la complexité sous anesthésie serait capable de prédire la récupération de la conscience. Donc, il a regardé différentes combinaisons d'électrodes pour la complexité, puis il a trouvé en fait que la complexité en temporale est capable de distinguer les patients qui récupèrent de ceux qui ne récupèrent pas avec une précision de presque 90 %. Ce qui est intéressant, mais encore ici, pourquoi la complexité en temporale? Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment documenté, au-delà du fait que l'épilepsie temporale peut mener à une perte de conscience, mais au-delà de ça, moi, je n'ai pas encore d'hypothèse par rapport à l'interprétation de ça. L'émotion de complexité. L'impulsive. Oui. Mais encore là, ça c'est très préliminaire, c'est des choses qu'on explore avec les jeux de données qu'on a. Mais là, c'est ça. On parlait des patients avec un trouble de la conscience, souvent, parfois quelques semaines après leur blessure, parce qu'on attend qu'ils ne soient plus sous sédation pour pouvoir faire notre ARI. Mais là, dans une deuxième étude, on voulait viser une population encore plus aiguë. Est-ce qu'on est capable de prédire la récupération quand, en fait, les patients ils viennent d'arriver dans la première semaine, ils sont sous sédation continue? Parce qu'un patient avec une lésion cérébrale va être admis, va être maintenu sous sédation continue pour la stabilité médicale, pour garder la pression intracrânienne le plus basse possible. Puis, c'est vraiment à ce moment-là que les cliniciens et les familles vont prendre les décisions, soit de maintien ou de retrait des soins. Et ils doivent se baser sur une évaluation clinique d'un patient qui est principalement sédationné. Il va avoir des arrêts temporaires de la sédation chaque jour pour une évaluation clinique et neurologique, mais c'est un arrêt de la sédation qui va durer souvent une vingtaine de minutes. Donc, c'est cette fenêtre-là qu'on a vue comme étant une opportunité d'appliquer notre même concept que le ARI, mais inversé. Donc, plutôt qu'administrer du propofol, on s'est dit, est-ce qu'on pourrait quantifier le changement induit par l'arrêt de la sédation continue pour pouvoir prédire la récupération de ces mêmes patients. Donc, c'est une étude qui a débuté l'année dernière, non, en fait, qui a débuté avant ça, je pense en 2018 officiellement, mais qui est maintenant à plus grande échelle. Là, on a Western University, puis King's College London, puis le Massachusetts General Hospital qui font partie du projet, co-mené par Stéphanie et moi-même. Et on vise donc faire un EEG dans la première semaine. On a révisé les critères, mais on va faire probablement les 2 premières semaines plutôt que la première semaine. Puis, on profite du moment où l'équipe clinique cesse la sédation de façon temporaire pour faire notre EEG. On va ensuite voir si cette reconfiguration-là, en phase très aiguë, nous permet de prédire la récupération de la conscience, la récupération fonctionnelle. Donc, on fait le Disability Rating Scale, on fait le Glasgow Outcome Scale Extended à 3, 6, 12 mois. Et on administre une batterie de tests cognitifs sur une base très fréquente, donc hebdomadaire ou le plus souvent possible, minimalement, là, aux soins intensifs. Puis par la suite, jusqu'à 12 mois suivant la blessure. Puis ce volet-là de tests cognitifs va être mené dans mon laboratoire par Rose, qui est juste ici. Donc, notre hypothèse, c'est vraiment l'inverse de notre projet ARI où on analyse le propofol. Donc, si on voit une reconfiguration donc, de nos connecteurs et de notre connectivité fonctionnelle dirigée suite à l'interruption de la sédation, on s'attendrait à ce que ce patient-là puisse avoir une récupération favorable, alors qu'une absence de reconfiguration serait évidemment non favorable à la récupération. On demande aux cliniciens de prédire la récupération qui anticipe chez ce patient-là. Notre objectif étant d'éventuellement comparer notre mesure EEG à la prédiction du clinicien, en fait, pour voir s'il y a une valeur clinique ajoutée. Puis, les tests qu'on utilise, c'est la batterie Kreos, qui s'appelait anciennement Cambridge Brain Sciences, qui a été développée par Adrian Owen, qui est une batterie en ligne. Donc, ce
qui nous permet d'avoir une tablette puis d'aller au chevet des patients. Puis ça prend 15 à 20 minutes pour faire passer quelques tests là, qui vont nous donner une idée relativement générale de certains domaines des bénéfices. Et c'est ça. Le outcome fonctionnel, là, je vous en ai déjà parlé. Donc, on espère avoir développé et validé un outil EEG au chevet qui est capable de prédire la récupération des patients de façon objective, sans se fier sur leur comportement. En fait, améliorer notre compréhension des mécanismes qui soutiennent, les mécanismes fonctionnels qui soutiennent la conscience et les fonctions cognitives, et avoir une perception plus nuancée de la récupération cognitive de ces patients-là. Les patients cérébro-lésés, il y a très peu d'études qui regardent de façon longitudinale la récupération des différents domaines cognitifs. Donc, on espère avoir une meilleure perception, une meilleure compréhension de cette évolution-là suivant l'étude. Donc, ça faisait le tour des grands projets de notre deuxième objectif, qui est d'utiliser l'anesthésie pour prédire la récupération de la conscience. Je voulais vous parler brièvement d'un autre projet qui vise à moduler la conscience pendant l'anesthésie générale par une approche non pharmacologique. Donc, il y a ce papier qui est sorti il y a 10 ans, en sommeil, qui a démontré que lorsqu'on administrait un son qui était synchronisé avec la phase ascendante d'une oscillation lente, on était capable d'amplifier cette oscillation lente en sommeil. Donc, c'est ce qu'on appelle la stimulation auditive en boucle fermée. Boucle fermée parce qu'on se fie sur un signal endogène pour savoir quand administrer notre stimulation. Donc, on prend l'activité endogène d'un électrode frontal et on administre un son au moment de la phase ascendante de l'oscillation lente. Cette équipe-là a démontré que ça fonctionnait pour amplifier les ondes lentes et c'était même associé à une amélioration de la mémoire déclarative le lendemain matin. Donc, quand on avait eu un sommeil stimulé par ces sons-là, on avait une meilleure rétention de la tâche qu'on avait apprise avant de s'endormir la veille. Ils ont démontré que l'amplitude était plus grande, que la pente était également plus grande, démontrant une meilleure synchronisation. Et ici, donc, une amélioration de la mémoire déclarative sous amplification des ondes lentes. Puis le sommeil a évidemment beaucoup de parallèles avec l'anesthésie générale. Si on regarde un tracé EEG d'anesthésie générale qui ressemble aussi potentiellement à un état végétatif ou un coma, ça ressemble beaucoup aux oscillations lentes qu'on voit en sommeil de stade N3, donc en sommeil non-REM, sommeil lent profond, qui laisse sous-entendre que les oscillations lentes pourraient être un mécanisme de l'inconscience, si on veut. Ce sont des oscillations qu'on retrouve dans les états d'inconscience. Et si on est capable de les moduler, peut-être qu'on pourrait approfondir ces états d'inconscience comme ça a été démontré en sommeil. L'objectif de notre projet, c'était donc d'utiliser la stimulation auditive en boucle fermée pour amplifier les oscillations lentes pendant l'anesthésie générale et ainsi approfondir l'état d'inconscience par cette approche non pharmacologique qui pourrait venir complémenter les agents pharmacologiques dans l'induction de cette perte de conscience. Donc, le premier objectif pour nous, c'était de développer l'algorithme de détection des ondes lentes et de l'intégrer dans notre système EEG haute densité parce qu'on veut pouvoir caractériser non seulement l'effet que ça a sur les oscillations lentes, mais sur aussi tous nos marqueurs de connectivité fonctionnelle en lien avec la conscience. Encore ici, c'est notre ingénieure et programmeuse Annie qui a développé cet algorithme et l'application qui l'accompagne. Donc, on peut maintenant extraire l'activité d'une seule électrode de notre montage de 128 et demander à notre application soit d'envoyer une stimulation dans la phase ascendante juste avant le pic prédit de l'oscillation lente ou juste avant, dans la phase descendante, juste avant le minimum de l'oscillation. Notre hypothèse étant qu'une stimulation dans la phase ascendante, comme en sommeil, permettra d'amplifier l'activité à ondes lentes, alors que l'activité dans la phase descendante n'aura pas cet effet. Le deuxième objectif, qui va être le projet de Clara, qui est aussi avec nous aujourd'hui, va être de tester en fait cette stimulation auditive en boucle fermée directement en salle d'opération chez des patients qui subissent une chirurgie élective. Donc, cette partie de l'étude va se dérouler à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, des patients qui viennent déjà pour se faire opérer
Ils vont se faire anesthésier, intuber comme ils le feraient habituellement. Puis juste avant de débuter les procédures chirurgicales, on va débuter notre projet. Donc, le premier objectif de ce volet-là, c'est d'abord de voir est-ce que la stimulation additive dans la phase ascendante permet d'amplifier les ondes lentes en anesthésie parce qu'on ne l'a pas encore démontré. Donc, on va faire un bloc de 3 minutes de stimulation dans la phase ascendante, dans la phase descendante et sham. Et ensuite, on veut voir si ça fonctionne. Est-ce que ça fonctionne même en présence de stimulation douloureuse, comme on le voit dans le cadre d'une chirurgie? Donc, est-ce que ça aurait le potentiel de fonctionner même lorsqu'il y a une stimulation douloureuse? Donc, on va maintenir le protocole de stimulation en phase ascendante, avant, pendant et après une stimulation tétanique du nerf ulnaire de 30 secondes. Donc, c'est vraiment pour avoir une idée générale du potentiel de cette approche-là, de pouvoir amplifier les ondes lentes et ainsi induire un état d'inconscience plus profond sans augmenter les agents pharmacologiques. Ouais, stimulation, c'est une stimulation électrique. Donc, les patients sont curarisés. En fait, pour être paralysés pendant la chirurgie, ils reçoivent une médication, le rocuronium qu'on voit dans le propofol en bas, dans le protocole, donc juste en bas. Puis, pour vérifier qu'ils sont bien curarisés, il y a une machine qui est connectée à leur main ou leur poignet, là, qui va envoyer une petite décharge électrique, puis on essaie de voir, en fait, s'il va y avoir un mouvement qui va être généré. On s'attend à n'en voir aucun, mais cette machine-là, plutôt que d'envoyer une stimulation de quelques secondes, elle peut envoyer une stimulation plus longue. Donc, c'est la même machine qui est utilisée en contexte clinique qu'on va utiliser pour envoyer cette même stimulation, mais plus longue. C'est estimé que la douleur induite par cette stimulation ressemblerait à une incision avec un scalpel dans la peau. Ça serait le niveau de douleur comparable. Mais ils sont anesthésiés. C'est un son, un bruit rose. Donc, c'est un bruit qui vient capturer l'ensemble des bandes de fréquence auditives qui dure 5 millisecondes. Un clic. Non, vraiment un clic. Ça sonne vraiment comme un clic. C'est rien de particulier, là, dans le sens où la première fois que j'ai entendu ça, j'étais un peu fascinée de l'effet que ça puisse avoir, mais c'est donc facile à générer. Puis c'est facile à administrer aussi. Donc, voilà, avec cette étude-là, on espère évidemment que notre intégration de cet algorithme de détection fonctionne avec notre système géodensité. On est à la phase de validation. Mais par la suite, on espère avoir une évidence préliminaire que ça pourrait fonctionner dans un contexte d'anesthésie générale qui ouvrirait des portes, en fait, à une nouvelle approche pour complémenter les agents pharmacologiques qui serait potentiellement une approche plus sécuritaire pour certaines populations de patients qui sont plus vulnérables. Ce qui est intéressant aussi, puis bon, ça ne fait pas partie de mon projet, mais ce que je trouve intéressant, c'est que la stimulation dans la phase descendante, donc plus près du minimum de l'oscillation lente, a été associée à une interruption de l'activité à ondes lentes. Récemment, ça a été répliqué. Donc, cette première figure, c'était le papier de 2013. Cette nouvelle étude qui vient de sortir a essayé de faire la même chose, mais en sommeil, puis ont été capables de réduire le sommeil à ondes lentes, donc en fait, interrompre l'activité à ondes lentes, qui n'est pas nécessairement ce qu'on veut en sommeil, parce que l'activité à ondes lentes en sommeil, c'est bénéfique pour le cerveau, mais dans un contexte d'anesthésie générale, peut-être qu'on pourrait aussi moduler la récupération de la conscience suivant l'anesthésie. On pourrait peut-être venir interrompre l'activité oscillatoire pour favoriser une transition vers l'éveil, le retour de la conscience. Peut-être que ça pourrait aider certaines populations de patients à avoir une transition moins susceptible d'être associée à des troubles cognitifs post-opératoires. Encore là, c'est à savoir si ce serait bénéfique ou non, mais je trouve que ça ouvre des portes à se poser des questions quand même intéressantes sur le potentiel de cette technique-là pour moduler l'activité oscillatoire et donc le niveau de conscience. Quelques diapos pour revenir sur l'objectif premier du programme qui était de caractériser les dynamiques fonctionnelles du cerveau à travers la conscience humaine. Bon, ici, je parle surtout de rêves lucides. Donc, si vous connaissez les rêves lucides, ce sont des rêves où le rêveur prend conscience qu'il est en train de rêver, que son expérience subjective est donc un rêve. Et certains rêveurs lucides peuvent aussi moduler les éléments de leur rêve. Donc, c'est un état dans un cerveau sain qui représente
la conscience, donc l'expérience subjective, et la conscience de soi, la conscience de soi, son environnement subjectif intérieur, alors qu'on est endormi. Donc, c'est vraiment une opportunité intéressante d'étudier la conscience chez un dormeur. Dans les années 70, ça a été démontré que certains rêveurs lucides étaient capables de signaler le début d'un rêve lucide, ou étaient capables de signaler leur lucidité en produisant des mouvements oculaires, comme on voit ici. Donc, c'est vraiment distinct des mouvements oculaires rapides qu'on voit en sommeil paradoxal. Donc, c'est vraiment un signe où le rêveur dit « Oh, je suis lucide, je veux que mon expérimentateur le sache. » Et donc, il peut signaler cette lucidité-là avec des mouvements oculaires. Il y a plusieurs études, non pas plusieurs, mais plusieurs personnes qui s'intéressent à ce phénomène de rêve lucide et la communication bidirectionnelle entre le rêveur et l'expérimentateur, ce qui nous démontre aussi que le rêve lucide est un état où on préserve notre connexion avec l'environnement, qui est un autre élément de la conscience. Donc, certaines études ont utilisé soit des mots, des sons, des lumières, des stimuli tactiles pour entrer en communication avec un rêveur lucide et essayer d'avoir une réponse. Dans cette étude qui est sortie en 2021, on voit ici le début du signalement oculaire du rêve lucide. L'expérimentateur demande au rêveur lucide 8-6. Le rêveur répond avec 2 mouvements oculaires pour répondre 2. Il répète la question, il répond 2. Ils l'ont fait plusieurs fois avec plusieurs types de questions qui ont confirmé qu'ils étaient vraiment capables de communiquer avec certains rêveurs lucides, qui nous démontrent encore là que c'est vraiment une opportunité particulière d'étudier différents éléments de la conscience chez quelqu'un en santé qui dort. Donc, on vise, dans cette étude qui est sur le point de démarrer à Sacré-Cœur, de caractériser l'activité spectrale et fonctionnelle avant et pendant un rêve lucide chez des rêveurs lucides d'expérience. Donc, on va chercher à recruter des rêveurs lucides d'expérience. Si vous êtes un rêveur lucide d'expérience, mais bon, parce que dans le titre, ça va être relativement difficile de trouver ces personnes. Donc, cette première phase a vraiment visé à caractériser ce qui se passe sur le plan de la connectivité fonctionnelle quand la lucidité apparaît dans le cerveau. Et dans une deuxième phase, on aimerait peut-être, bon, pas peut-être, on aimerait induire les rêves lucides avec la stimulation transcrânienne à courant alternatif. Donc, la bande de fréquence alpha qui est beaucoup, non seulement étudiée, mais qui est beaucoup associée aux états de conscience. On peut l'induire avec la taxe, on peut augmenter l'activité alpha. Donc, c'est ce qu'on souhaite faire dans une deuxième phase. Administrer la taxe pendant le sommeil REM pour voir si ça augmente l'occurrence de rêves lucides et le degré de lucidité chez ces rêveurs-là. Donc, c'est un projet qu'on anticipe va être sans doute complexe parce que, évidemment, simplement recruter quelqu'un qui fait des rêves lucides, ça va être un défi, mais s'assurer qu'il va avoir un rêve lucide pendant qu'il est au laboratoire, ça va aussi être un défi. Notre protocole vise de réveiller le patient autour de 3-4 heures du matin pour la pose d'électrodes. Puis en fait, le réveil est démontré comme, bon, ça active le lobe frontal, donc c'est probablement une façon d'induire plus de rêves lucides si on est capable. Mais ça va être intéressant. Je pense que même si on a seulement quelques patients qui sont capables d'avoir sujets plutôt, qui sont capables d'avoir un rêve lucide en laboratoire, ça va déjà être une expérience vraiment intéressante pour nous permettre de caractériser la conscience. La littérature qui démontre le lien entre les espèces alpha et le fait pour induire, en fait, ça serait pas nécessairement en rêve lucide spécifiquement, mais c'est une bande de fréquence qui est beaucoup atténuée dans des états de conscience pathologiques. Donc, c'est comme une bande de fréquence qui est absente ou diminuée quand la conscience n'est pas présente. Bon, sauf quand on administre un médicament qui peut causer cette signature-là. Mais on a un projet en parallèle, par exemple à Sacré-Cœur, qui vise, avec cette même approche, donc d'induire de l'activité alpha avec la taxe chez les patients en trouble de la conscience pour aider la récupération. À date, les données pilotes démontrent que lorsqu'on est capable de stimuler et augmenter l'activité alpha chez les patients en trouble de la conscience, on semble avoir une meilleure récupération. Encore là, c'est des données pilotes. Mais c'est pas... ça n'a pas été fait en rêve lucide. C'est vraiment parce que la bande de fréquence alpha, c'est la bande de fréquence
qui est affecté par la modulation de la conscience. Donc, notre hypothèse, c'est que si on l'induit davantage, on pourrait potentiellement moduler le rêve lucide. Donc, j'espère que j'ai quand même convaincu de l'utilité et l'intérêt de l'EEG haute densité et des mesures qui nous permettent de concevoir et caractériser le cerveau comme étant un réseau fonctionnel. Puis, l'objectif global de mon programme de recherche, c'est vraiment de mieux comprendre les mécanismes physiologiques et fonctionnels qui soutiennent la conscience et de pouvoir agir pour améliorer la conscience dans des états d'inconscience pathologique ou même de favoriser une meilleure récupération des patients avec différentes techniques qui viennent directement moduler la conscience dans le cerveau. Donc, voilà, j'ai beaucoup de gens à remercier, mais la photo, c'est mon jeune laboratoire qui a été mis sur pied il y a moins de 2 ans. Donc, je suis vraiment fière de l'équipe qu'on a, puis de tous les gens qui se sont ralliés autour de nos projets, de mon programme. Merci vraiment beaucoup. C'est fascinant. Là. Les effets cliniques potentiels sont vraiment intéressants sur mon billet clinique. Il y a eu beaucoup de questions pendant la conférence, mais est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou... Merci beaucoup pour la présentation. Cette question-là, comment est-ce que vous interpréteriez la notion de hub, network hub, dans le contexte de l'état de conscience, parce que ça dépend de plusieurs choses. D'abord, la notion, ça dépend du nombre de degrés et tout ça, étant donné que c'était connectivité fonctionnelle. Par défaut, il y a autant de connexions qu'il y a nord, en fait. Il devrait introduire un certain nombre de thresholding en quelque sorte pour pouvoir compter le degré. Et donc, si on change le thresholding, supposons qu'on prend le top 10% de connexion, par exemple. Si on fait ça, on obtient, par exemple, Diamond comme le hub. Et puis, on voudrait, par exemple, changer le thresholding. Si on prend top 40% de connexion, par exemple, il y aura c'est possible d'avoir plusieurs hubs. C'est pour ça, il y a beaucoup de contraintes. Comment est-ce qu'on peut... On n'a pas défini les hubs, les connecteurs avec un critère particulier. On s'attardait vraiment au degré de chacun des nœuds et à quel point ce degré-là change pour l'ensemble de notre réseau, sans appliquer un seuil fixe. C'est d'évoquer un threshold de 40%, de garder les connexions les plus fortes. L'approche qu'on a priorisée, c'est le minimally spanning tree, donc de prendre notre réseau complet puis de le déconnecter graduellement jusqu'à temps qu'il y ait des nœuds qui soient complètement déconnectés, puis là, de revenir un peu plus haut pour assumer qu'en fait tout doit être minimalement connecté dans notre réseau. Donc, on a appliqué le minimally spanning tree à notre enregistrement pré-anesthésie, ce qui nous a donné un seuil individualisé pour un patient. Donc, si patient A était à 27% des connexions les plus fortes pour le minimally spanning tree, on a appliqué ce même seuil en anesthésie puis en post-anesthésie pour pouvoir vraiment capturer le changement par rapport au baseline, parce que si on avait un seuil fluctuant, on disait que ça ferait diminuer, ça modulerait en fait le réseau qu'on vient capturer. Donc, c'est cette approche-là qu'on a utilisée pour le HARI. OK. Ça répond à la question? Oui. Merci beaucoup. Okay. Une question? Merci beaucoup pour la présentation, c'est fascinant. Je prends l'exemple de votre étude où vous avez une prédiction incroyable de la recovery. Sur les 11 patients, il y en a 3 qui ont retrouvé leur faculté. Donc, il y en a 8
qui n'ont pas retrouvé cette. Est-ce qu'on peut parler de ces patients-là un peu? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces patients-là sont conscients? Est-ce qu'il y a moyen de communiquer avec eux? Moi, c'est que je trouvais fascinant un peu dans le papier d'Adrienne en 2006, dans le papier de Damien en 2012, c'est éventuellement, ils ont presque ouvert un canal de communication avec les patients en leur demandant si vous avez un frère qui s'appelle Robert, imaginez-vous, vous jouez au tennis, puis confirmer à mes proches, puis on a démontré que les patients étaient capables de créer des nouvelles mémoires, des nièces qui sont nées pendant qu'ils étaient dans le coma, qui normalement n'auraient pas dû savoir ces informations-là, mais ils savaient quand même ces informations-là. Donc, de prédire le recovery, c'est super utile cliniquement, mais ça nous donne. Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser ces indices-là pour comprendre un peu mieux ceux qu'on prédit qui ne vont pas s'en remettre? Qu'est-ce qu'on fait? On est des plantes ou Pas tout de suite, en tout cas, parce que je pense qu'il faut d'abord qu'on valide vraiment à plus grande échelle. Donc, on n'a pas l'autorisation de divulguer les résultats à l'équipe clinique ou aux familles, justement pour ne pas influencer les décisions qui sont prises dans ce sens-là. Notre but, ce serait que ça soit un outil de plus pour que l'équipe clinique puisse guider la famille dans cette décision-là éventuellement, quand on va avoir vraiment confirmé que ça maintient une prédiction aussi juste. Mais la question, c'est est-ce que tes 3 patients-là étaient conscients au moment de l'étude? C'est la question fondamentale. Puis là, on ne connaît pas la réponse. Selon leur réponse comportementale, non. Mais je veux dire, ça démontre en fait les limites des outils comportementaux qu'on a pour étudier la conscience et caractériser la conscience. Donc, moi, je pense que ce qui serait prometteur, ça serait d'utiliser la FNIRS qui pourrait venir, par exemple, ou même le G, là, pour moduler l'activité cérébrale et communiquer avec les patients. Donc, quand on détecte qu'il y a un ARI positif, est-ce qu'on peut arriver avec notre autre technique de neuroimagerie et ensuite voir s'ils répondent à nos questions pour confirmer notre hypothèse ou infirmer notre hypothèse qui sont conscients dans le moment. Je pense que Damien Cruz, dans The Lancet, c'était avec de l'EEG. Oui. C'est possible de le faire avec l'EEG. Il y a aussi Yann Fassen qui a fait une étude imaginez que vous bougez votre main, vous arrêtez de bouger votre main, là, puis avec de l'apprentissage machine, il était capable de distinguer l'amplitude de la réponse des patients. Donc, oui, il y aurait moyen de le faire. On souhaite le développer, mais c'est de longue haleine. Mais Adrienne travaille là-dessus, puis on essaie de le convaincre de venir passer 1 an avec son FNIRS à Sacré-Cœur. Je ne sais pas s'il va le faire, mais ça serait vraiment fascinant de pouvoir le faire parce que c'est là où on pourrait vraiment avoir un impact majeur là, sur l'outcome des patients parce que tant qu'on ne répond pas à cette question-là, c'est difficile. Ben, minimalement, on sait que s'il y a un grand arrêt et qu'il y a un potentiel de récupération, on ne va pas cesser de croire en ce potentiel-là ou d'administrer des soins qui favorisent la récupération. Mais chez les 8 qui, potentiellement, eux aussi, ils sont encore conscients, mais on n'a juste pas su l'identifier. C'est possible. C'est possible aussi. Fait que, je pense qu'on va en savoir plus avec le temps. L'anesthésie nous donne quelque chose de vraiment particulier, parce que quand on regarde juste le G de baseline, la configuration topologique de nos connecteurs en baseline ou la configuration de notre connectivité fonctionnelle dirigée, on se disait peut-être que si déjà on voit que c'est une connectivité antéro-postérieure puis que nos connecteurs sont en arrière, ça voudrait dire qu'ils sont conscients ou qu'ils ont un potentiel conscient. Mais on a démontré que ce n'était pas le cas du tout. Là. Donc, juste un baseline puis une configuration du réseau en baseline n'est pas suffisante. On a besoin de venir perturber le cerveau avec quelque chose. Un peu comme le Perturbational Complexity Index, qui vient administrer une pulsation de stimulation magnétique transcrânienne qui quantifie la complexité de cette réponse-là. Ça distingue très bien les niveaux de conscience actuels. Ce n'est pas un outil prognostique, mais un outil diagnostique. Mais oui, il reste plein de questions. Fait que je pense que ça, ce n'est que le début. Là. Puis là, on est rendu à... On approche la 20aine de patients aigus. Fait que ça va nous donner beaucoup de réponses parce que c'est un autre enjeu. C'est qu'on avait plusieurs patients en phase chronique.
on en avait 5 en phase chronique dans notre étude de pilote, parce que notre hypothèse était aussi que ça nous permettrait de diagnostiquer ou de distinguer les patients en coma de l'état végétatif, de l'état de conscience minimale. Ça, on a démontré que ce n'était pas le cas. Donc, on n'était pas capable de séparer le niveau de conscience actuel avec cet outil-là. On était capable de prédire la... Donc, nos patients chroniques, ils ont servi de contrôle négatif dans ce cas-ci, mais dans le cadre d'une question pronostic, c'est pas utile d'avoir des patients en phase chronique parce que le potentiel de récupération après 15 ans dans un état, c'est relativement faible. Donc là, on veut vraiment recruter des patients en phase aiguë qui ont un potentiel de récupération. Oui, c'est quand même fascinant le nombre de questions et d'opportunités qui s'ouvrent après ça, puis de pouvoir communiquer avec ces patients-là. Je pense que ça va être clé, mais on a les technologies en neuroimagerie pour le faire, même en apprentissage machine, il y a plein de choses qu'on pourrait faire pour aller quantifier ces réponses. Oui, ben, juste pour rebondir là-dessus, sur les 8 qui n'ont pas récupéré, tu devrais savoir cette information-là, mais je ne sais pas. Il y en a certains qui sont tout simplement décédés de complications de leur blessure cérébrale. Donc, on ne saura jamais si notre outil est prédicteur après 3, 6, 1 an. Tout à fait. Ça, c'est une autre limite, autant de cette étude-là que de l'étude où on regarde au moment de l'arrêt de la sédation, c'est qu'il y a beaucoup de ces patients-là qui ne survivront pas. Donc, on perd aussi un grand nombre de patients. Puis, est-ce qu'ils n'ont pas survécu parce qu'on a arrêté les soins? Souvent, oui. Est-ce qu'on a arrêté les soins parce qu'on avait une prédiction très sombre de leur récupération potentielle? Souvent, c'est ça. Mais si on est capable de minimalement contribuer à cette prédiction-là avec plus d'objectivité, déjà là, ça serait une bonne chose. En espérant qu'ils n'ont pas survécu, que ce ne soit pas parce que vous l'avez juste j'imagine qu'il y avait pensé déjà, mais une idée, peut-être si votre stimulation aussi fonctionne, peut-être au lieu des assommés du propofol, vous pourriez juste faire des stimulations en bouche, d'essayer de voir si les conséquences de la vie. C'est vrai. Après ça, pour les patients, oui, ben c'est vrai. Si on module le niveau de conscience de cette façon-là, c'est un peu moins intense comme approche. Oui. Oui, c'était 3 mois suivant notre schéma qu'on regardait. Est-ce que la personne est capable de répondre aux ordres simples minimalement ou utiliser un objet de façon fonctionnelle? Si je lui donne un peigne, je lui dis montrez-moi ce qu'on fait avec ça, puis il peigne les cheveux, il est conscient. Donc, c'est pas une récupération pas nécessairement une récupération incroyable, mais les patients, c'est plus anecdotique, là, mais certains des patients qui ont récupéré, là, il y en a qui n'étaient même pas inclus dans cette première étude, mais c'est la semaine de l'étude, il est en état végétatif, puis la semaine suivante, il parle au téléphone il y en a un qui parle au téléphone avec sa sœur. Ça peut quand même être un changement vraiment incroyable d'une semaine à l'autre. Puis on n'aurait jamais su, en l'observant la semaine d'avant, que ça aurait été ça, son état. Oui, mais c'est ce qu'on espère faire avec le projet NetICU, avec l'arrêt de la sédation. Là, on vise des échantillons de 200 patients. Là, c'est vraiment multicentré. Fait qu'on espère pouvoir être capable de même prédire les domaines cognitifs qui sont plus susceptibles de mieux récupérer que d'autres avec nos tests cognitifs. Mais encore là, c'est toujours un enjeu de recruter ces patients-là, qui survivent, de pouvoir s'assurer qu'ils vont répondre et faire les tests à long terme, parce qu'on a beaucoup de patients qui ne nous répondent plus, puis on perd le suivi pendant l'année. Fait que c'est dur, mais ouais, ça serait intéressant. Merci beaucoup. Je vois l'heure, donc je propose qu'on continue la discussion avec 5 à 7 et je vous invite à rester pour boire un verre de vin et de discuter avec le Dr. Dupuis. Donc, merci beaucoup.